Madame Zourabichvili, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. D'abord, quel est votre sentiment quand vous voyez les combats qui se poursuivent en Ukraine pour une troisième semaine, la destruction, les civils qui fuient, les troupes russes qui sont aux portes de Kiev? D'abord, c'est un sentiment de déjà-vu, puisque pour nous, comme pour l'Ukraine, l'invasion par la Russie, ce n'est pas une nouveauté. Nous avons vécu cela dans l'histoire plusieurs fois. Au début du siècle dernier, quand la première indépendance géorgienne comme ukrainienne a été ensuite renversée par les armées rouges. Et ensuite, nous avons vécu l'indépendance de 91 où les séparatismes ont été utilisés contre l'indépendance. Et enfin, nous avons eu la guerre de 2008 qui précède un petit peu le conflit que l'on voit aujourd'hui. Donc c'est du déjà-vu et en même temps, c'est une très grande admiration pour l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien, qui est quelque chose que l'on n'a réellement jamais vu. Oui. Cette organisation, face à quelque chose qui apparaissait au départ à tout le monde comme une agression totale à laquelle personne ne peut résister et qui allait s'achever en quelques jours. Et en réalité, on voit au bout de 3 semaines que les forces sont en quelque sorte équilibrées, que la superpuissance militaire russe n'est pas si superpuissance que ça, et que l'infériorité ukrainienne en nombre et en moyens est aujourd'hui compensée par l'extrême détermination de défendre son pays. Mais à quel prix, non, quand même, quand on voit toute cette destruction? Ah, mais le prix, il n'a pas été choisi par l'Ukraine. Et quand on défend son territoire, son pays, ce qui est quelque chose que l'on connaît, et c'est ça que l'on voit à l'œuvre, il y a une volonté de survivre et de faire survivre sa propre liberté. Et d'ailleurs, pas seulement sa propre liberté, je dois dire que nous considérons que les Ukrainiens aujourd'hui se battent aussi pour nous, et ils se battent aussi pour l'Europe, et peut-être pour le monde, parce que l'avenir de ce que sera la relation de la Russie demain au reste du monde dépendra probablement de l'issue de ces combats. Ouais, vous disiez que c'est un peu une répétition aujourd'hui en Ukraine de ce qu'il a déjà fait en Géorgie. Plusieurs analystes craignent justement qu'il ne s'arrête pas à l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que ce serait possible qu'il refasse la même chose en Géorgie? Je crois que ça dépend beaucoup de l'issue de cette guerre. Ce que l'on voit, c'est ce que certains experts militaires connaissent, c'est-à-dire que dans ce genre de conflit, les plus forts s'affaiblissent, plus le conflit dure, et les plus faibles se renforcent. Et c'est ça que l'on voit à l'œuvre. Et je crois que personne ne peut donner l'issue de ce conflit, mais que de l'issue de ce conflit dépendra beaucoup l'avenir de tous nos pays qui sont au pourtour de la Russie, et pas seulement ceux qui sont au pourtour. Vous avez officiellement réitéré votre demande d'adhésion à l'Europe. Pourquoi c'est si important pour vous et jusqu'où vous êtes prête à aller, ou jusqu'où la Géorgie est prête à aller pour l'obtenir? Parce qu'on sait ce qui vous attend en fait. On sait que vous pouvez déclencher encore une colère de Vladimir Poutine. Alors, le choix de la Géorgie pour l'Europe, il ne date pas d'aujourd'hui, il date de bien avant la Russie. Il a été réitéré au moment où la Géorgie a retrouvé son indépendance en 1918, puis en 91. Et aujourd'hui, il est inscrit dans notre Constitution et il est soutenu par 80% de la population. Donc c'est un choix existentiel, nous n'avons pas d'autre perspective. Nous sommes, par nos valeurs et par notre situation géopolitique, nous sommes liés à l'Europe et c'est notre avenir. Donc ce n'est pas quelque chose que Poutine ou quelqu'un d'autre peut décider à notre place. Est-ce que vous avez l'impression que l'Occident en fait suffisamment, que l'Occident est à la hauteur des attentes avec l'Ukraine? Parce qu'en Géorgie, en 2008, on a un peu laissé faire Vladimir Poutine. C'est un cheminement. Plusieurs reprises, l'Europe, l'Occident n'a pas été réactif. On a trop pris en compte justement le narratif russe, qu'il y avait des provocations autour d'eux, qu'ils ne faisaient que céder aux provocations, répondre. Et on a essayé d'être complaisant en espérant apaiser la Russie.
Cette politique d'apaisement n'a pas fonctionné, elle n'a fait qu'encourager. Et la conséquence, c'est l'Ukraine. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine a réussi ce miracle de dessiller les yeux de l'Occident, de montrer où est la véritable provocation, où est la véritable agression, et de unir en ce faisant les Européens autour d'elle, les Européens et les Américains et le continent américain. Et je sais qu'au Canada, il y a beaucoup d'Ukrainiens, qui pensent aujourd'hui à leur patrie. Et je voudrais leur dire qu'ils peuvent être très fiers de leur patrie. Ouais. Mais jusqu'où vous pensez, combien de temps vous pensez que ces Ukrainiens peuvent tenir face à cette machine? Eh bien, je crois que personne n'aurait pu dire au début du conflit qu'ils auraient tenu 3 semaines. Les calculs des experts, y compris américains, je crois que c'était 3 jours. Et on voit qu'au bout de 3 semaines, non seulement ils ont tenu, mais la Russie en est réduite aujourd'hui à demander des armes et des rations alimentaires pour ses soldats à la Chine. Alors, je crois qu'on peut se dire que tout est permis et que personne ne peut aujourd'hui faire des prédictions sur ce qu'il va arriver. On ne peut que soutenir l'Ukraine, que soutenir les Ukrainiens, aussi longtemps que eux jugeront que la diplomatie n'a pas donné les résultats qu'ils peuvent en attendre et un cessez-le-feu ou un accord qui serait pour eux acceptable. Parce que pour vous, il va aller jusqu'au bout, Vladimir Poutine, en Ukraine? Malheureusement, moi, je ne sais pas jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Probablement qu'il ira jusqu'où il peut aller. Et où il peut aller, ça va dépendre des Ukrainiens, du soutien qu'ils vont recevoir de l'extérieur, du soutien qu'ils reçoivent de l'extérieur. C'est ça qui fait le rapport des forces, et c'est le rapport des forces qui détermine si la diplomatie ensuite peut prendre le relais et obtenir un accord qui soit un vrai compromis. Aujourd'hui, je ne sais pas si la Russie est prête à un compromis. Très bien, Madame Zourabichvili, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. C'est très éclairant. Merci. Merci.